Je vais commencer des cours en microéconomie et mon premier cours va être sur le comportement du consommateur. Bienvenue dans ma chaîne, je m'appelle El Kader, je suis professeur de sciences économiques et de gestion et ça me fait plaisir de partager avec vous mes connaissances. En retour, je ne vous demande qu'un petit geste de votre part pour aider cette chaîne à grandir. Cliquez simplement sur l'un de ces deux pouces. Si vous aimez bien mon cours, cliquez ici, sinon cliquez sur l'autre. Voilà, non, sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre. Bon, ce n'est pas grave, problème technique. Merci d'avance. La microéconomie, c'est une partie très mathématisée des matières de sciences économiques. Pour cela, on part des hypothèses. On part des hypothèses ou bien des axiomes. Un axiome, c'est quelque chose qu'on accepte comme vrai, mais on n'a pas besoin de démontrer. Alors aujourd'hui, on va voir les axiomes de la rationalité du consommateur. Un consommateur rationnel, c'est celui qui va respecter ces axiomes qu'on va voir. Tout d'abord, un consommateur veut acheter beaucoup de choses. Il n'a pas de limite à ce qu'il veut acheter. On peut citer des exemples. Une voiture, ou bien 2, 3 voitures, des motos, des villas, voyager partout, etc., etc. Et tout ça, on n'a pas besoin de démontrer, même si je prends l'exemple de quelqu'un qui est très très riche. Je vais prendre l'exemple de Jeff Bezos et Elon Musk. Ces deux fortunés les plus riches au monde, ils peuvent acheter tout ça, ils peuvent s'offrir tout ce qui existe sur la planète Terre. Eh bien, la nature humaine veut qu'on cherche toujours plus. Actuellement, ils ont des rêves d'aller voyager vers d'autres planètes comme Mars. Ça, c'est le premier axiome, c'est la maximisation. Un consommateur, naturellement, veut toujours plus. Ça, c'est le principe de maximisation. Mais comme vous le savez, il y a quelque chose qui va limiter ces achats, c'est le budget. Et là, on est en présence d'un deuxième axiome, c'est la contrainte budgétaire. Le consommateur veut bien acheter tout ça, mais le budget va intervenir pour limiter les possibilités d'achat. Et puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on veut acheter et que le budget est limité, on doit faire des sélections. On doit sélectionner des combinaisons de biens qui peuvent rentrer dans notre budget. Et là, on parle d'un troisième axiome, c'est l'axiome d'arbitrage. Une fois que le consommateur précise ou bien sélectionne un certain nombre de combinaisons qui rentrent dans le budget, qui peuvent être achetées par le budget, eh bien, il doit faire des choix, il doit faire des préférences, il doit être capable de classer ces sélections, ces combinaisons de biens par ordre décroissant de préférence. Et là, on parle d'un quatrième axiome, c'est l'axiome de préférence. Et dans cet axiome, on doit préciser qu'un consommateur rationnel préfère toujours plus à moins. Si on fait choisir un consommateur rationnel entre 2 voitures et une voiture, il doit toujours choisir 2 voitures. Voilà un peu les 4 axiomes sur lesquels on va se baser pour tout ce qui va suivre par après en microéconomie. Toujours dans le cadre du cours de microéconomie, on va avancer un petit peu aujourd'hui et on va voir la contrainte du budget. On va voir comment on peut représenter graphiquement la contrainte budgétaire. Pour cela, on va prendre un exemple très simple. Vous avez par exemple un consommateur qui dispose d'un budget de 150 € et que ce consommateur a le choix entre 2 biens, 2 produits. Donc ce budget va être consacré à l'achat de 2 biens. Le premier bien, on va l'appeler Y. Vous pouvez penser à un bien particulier, je ne sais pas quoi, un voyage, aller au cinéma, etc. Donc vous avez 2 biens. Un premier bien qu'on va appeler Y, qui coûte 15 € la pièce, et un deuxième bien, un deuxième produit qui coûte 10 €. Et le consommateur veut acheter ces 2 biens. Il doit former une certaine combinaison de ces 2 biens. Alors, pour représenter graphiquement la contrainte budgétaire, c'est très simple. On doit trouver 2 points parce qu'on sait très bien que c'est une droite et on va expliquer pourquoi après.
Donc on doit trouver 2 points dans le graphique. Et sur le graphique, on va représenter sur l'axe des abscisses le produit X. Donc c'est les quantités de biens X qu'on peut acheter. Et sur l'axe des ordonnées, on va représenter les quantités de biens Y que le consommateur peut acheter. Eh bien, pour trouver 2 points, c'est simple. Imaginons que le consommateur va consacrer tout le budget pour acheter le bien X. Combien de biens X peut acheter avec 150 euros, sachant que X égale 10 euros. C'est simple, 150 divisé par 10, ça va faire 15. Donc, on a un premier point. Donc, si le consommateur n'achète que X, il va se trouver sur la ligne, sur l'axe des abscisses au point 15. Si par contre, donc on a un premier point, si par contre le consommateur va consacrer la totalité du budget pour l'achat du bien Y, combien de biens Y va acheter, sachant que Y égale 15 euros et le budget est de 150 euros. Le même raisonnement, on fait 150 euros divisé par 15, ça va faire 10, donc on a un deuxième point. Et si on rejoint ces 2 points, on a notre contrainte budgétaire. Voilà notre droite de budget. Il faut comprendre que tous les points qui se trouvent sur cette droite, c'est des combinaisons de biens Y et X possibles. C'est des combinaisons possibles d'achat. Par exemple, le consommateur peut décider de choisir 10 unités de X et 5 unités de Y, ou bien 5 unités de X et à peu près 6,6 unités de Y. Donc tous les points qui se trouvent sur la droite représentent des combinaisons possibles. On peut faire quelques réflexions sur cette droite. Par exemple, si le budget du consommateur augmente, n'est plus 150 mais 200 euros par exemple ou 300 euros, qu'est-ce qui va se passer au niveau de cette droite? Eh bien, tout simplement, les deux extrêmes vont changer. Donc le consommateur va avoir une droite décalée vers le haut. Donc on va déplacer sa droite dans ce sens-là. Alors, à l'inverse, si le budget, par exemple, du consommateur se réduit vers 100 euros ou 50 euros, eh bien, cette droite va se décaler vers le bas, va se décaler en parallèle vers le bas. Maintenant, si, par exemple, le prix d'un bien a changé, si par exemple le prix de Y est de 10 ou 5 au lieu de 15, eh bien ce qui va se passer, sachant que tous les autres paramètres restent inchangés, restent intacts, ce qui va se passer, c'est que le consommateur, puisque le prix a baissé, il peut acheter beaucoup plus de Y s'il choisit d'acheter que Y. Donc cette droite va se glisser de cette manière-là. Au contraire, si le prix de Y augmente, eh bien, le consommateur va acheter moins de Y. Donc, cette droite va se glisser de cette manière-là. La même chose, on peut faire la même réflexion pour le bien X. Si le prix diminue, alors la droite va se glisser dans ce sens. Au contraire, si le prix de X augmente, eh bien, cette droite va se décaler ou bien ça va se glisser dans ce sens-là. Voilà, ça c'est juste quelques exercices pour voir l'impact de ces choses-là sur la droite. Toujours dans le cadre du cours de microéconomie, on avait un exemple et on reste toujours avec cet exemple. Vous avez deux biens, un bien qui coûte 15 euros et un autre bien qui coûte 10 euros. Avec un budget de 150 euros, donc le consommateur va faire des choix pour dépenser ces 150 euros et avoir des combinaisons de biens de X et Y qui vont maximiser la satisfaction du consommateur. Et donc la dernière fois, sur base de cet exemple, on a tracé la droite budgétaire. Eh bien, cette droite du budget est décroissante
comment on peut justifier sans passer par des maths que cette droite doit être décroissante? Eh bien, imaginez que les 200 € représentent une boîte ici, que je vous trace ici. Alors, la question de cette décroissance est liée au fait que quand on réduit la consommation d'un bien, on doit forcément augmenter la consommation d'un autre pour respecter la même dépense. Si on réduit la consommation d'un bien, on doit forcément augmenter la consommation d'un autre. Ou bien à l'inverse, l'augmentation de la consommation d'un bien doit avoir forcément l'impact sur la diminution de la consommation de l'autre bien. Vous voyez cette boîte, si on augmente par exemple ici la consommation de Y, on va avoir une diminution forcément de X pour avoir la même surface qui représente 200 €. Et à l'inverse, si on réduit la consommation de Y et qu'on doit forcément augmenter la consommation de X pour rester avec la même surface de 200 €. On va voir maintenant d'un point de vue mathématique comment on peut trouver cette droite de budget. Vous avez un budget de 150 €. Et ce budget doit être dépensé totalement en achetant X et Y. Alors, on va acheter une certaine quantité de X qui coûte 10 €. Donc on doit acheter 10 € fois la quantité de X, c'est X, plus 15 € fois la quantité de Y. Alors ça va être Y égale moins 10 sur 15 X plus 150 sur 15. Ou bien Y égale moins 10 sur 15 X plus 10. Voilà, et vous voyez bien que cette droite, c'est sous forme de Y égale AX plus B. Et le A, dans notre cas, c'est moins 10 sur 15. On verra plus tard que ce moins 10 sur 15 a une signification. Ça correspond au coût d'opportunité de renoncer à un bien pour consommer un autre bien. Ça, on verra dans d'autres vidéos plus tard. Et donc là, on obtient notre droite en termes mathématiques. Pour tracer la droite, il faut trouver au moins 2 points. Si on donne par exemple à x0, on voit que y égale 10. Et si on donne à y0, on aura 10x sur 15 égale 10, donc x égale 15. Donc on obtient 2 points, donc 0, 10 et 15, 0, ce qui permet de tracer notre droite qui va passer sur ces 2 points. Dans ce troisième cours en microéconomie, on va parler davantage de la contrainte budgétaire parce que c'est très important de la comprendre. Alors, vous avez cette contrainte qu'on a tracée dans les cours précédents, vous pouvez les revoir. Alors, cette contrainte budgétaire, il faut comprendre que tous les points qui se trouvent en dehors de cette contrainte, plus loin, sont des points que le consommateur ne peut pas acheter, sont des points très très chers, des combinaisons de biens très chers. Alors, si on prend l'exemple de... On va prendre n'importe. On va prendre celui-là, par exemple, 15. Est-ce que notre consommateur peut acheter 15 unités de Y, du bien Y? Y, pensez que c'est aller au cinéma, par exemple. Alors, est-ce que notre consommateur peut s'offrir 15 tickets de cinéma? Il ne peut pas parce que 15, ça va lui coûter plus que 150 €. 15 fois 15, ça fait plus que 150 €. Est-ce que, par exemple, si je prends un autre point, ici le point qui correspond à 10 unités de Y et 10 unités de X, est-ce que le consommateur peut acheter cette combinaison 10 fois Y et 10 fois X? Eh bien, il ne peut pas parce que ça dépasse le budget. Ça dépasse le budget. Si on calcule, 10 fois 10, ça fait 100 € ici. Et 10 fois 15 €, ça fait 150. Et le consommateur ne dispose que de 150 € comme budget.
Donc, en règle générale, tout ce qui se trouve dans cet espace-là dépasse les capacités budgétaires, la contrainte budgétaire du consommateur. Et tout ce qui est en dessous de cette droite, le consommateur peut l'acheter. On peut prendre l'exemple de 5 unités de X et 5 unités de Y. C'est tout à fait possible pour le consommateur et ça va lui coûter 5 fois 10 et 5 fois 15. Ça fait moins que 100, ça fait moins que 150 euros. Donc tout ce qui se trouve dans cette zone-là rentre dans les capacités d'achat de notre consommateur. Ça, c'est la première chose à savoir. Et puis la deuxième chose, c'est que si on fait choisir par exemple notre consommateur entre 5 unités de X et 5 unités de Y, ou bien 10 unités de X et 5 unités de Y, qui restent toujours dans les capacités budgétaires de notre consommateur, eh bien le consommateur doit choisir la combinaison de 10X et 5Y. Pourquoi? Parce que le consommateur est rationnel, c'est-à-dire qu'il respecte les axiomes dont on a parlé dans la première vidéo, et parmi lesquels il y a la maximisation. Le consommateur, son objectif, c'est de chercher à maximiser sa satisfaction en respectant sa contrainte budgétaire. C'est ça le but de notre consommateur, c'est d'avoir le maximum de satisfaction possible en dépensant son budget. Toujours dans le cadre du cours de microéconomie, aujourd'hui j'aimerais bien vous parler de la courbe d'indifférence. Pour bien comprendre la courbe d'indifférence, on va partir de quelques exemples très simples et très pratiques. Rappelez-vous de notre graphique X, Y. Alors, pour simplifier et pour donner quelque chose de plus concret, on va remplacer les Y et X par des biens que vous connaissez déjà. On va dire par exemple que X, c'est des bananes et l'axe, ça représente les quantités. Des kilogrammes par exemple, 1 kg, 2 kg, 3 kg, etc. Et Y, c'est des pommes. Et là également, vous avez 1 kg, 2 kg, etc. Et on va imaginer que notre consommateur aime bien les deux biens, aime bien acheter ces deux produits. On va prendre un point n'importe. A, qu'on va nommer A. A qui correspond par exemple à 2 kg de bananes et 3 kg de pommes. Alors si on propose par exemple à notre consommateur, à nous, une autre combinaison qui se trouve dans cet endroit-là, on va mettre par exemple une autre combinaison B qui se compose de 3 kg de bananes et 4 kg de pommes. À votre avis, laquelle notre consommateur rationnel va choisir? Eh bien, notre consommateur va choisir bien évidemment celle qui lui donne plus de satisfaction, qui est B. Parce que B, on a 1 kg de plus de bananes et 1 kg de plus de pommes par rapport à la combinaison de A. Donc forcément, le consommateur va choisir B. Si on fait choisir notre consommateur entre ce point-là, donc qu'on va nommer C, qui se compose de 3 kg de bananes et 3 kg de pommes. Alors, au niveau des pommes, ça ne change rien par rapport à A, mais au niveau des bananes, on a 1 kg de plus. Bien évidemment, notre consommateur va choisir le C. Si on prend un autre point qui se trouve sur cette ligne, par exemple, 4 kg de pommes et 2 kg de bananes. Notre consommateur va bien évidemment choisir, on va nommer D ici, va choisir la combinaison D que A. Pourquoi? Parce que cela respecte le principe de maximisation, le maximum de satisfaction possible. Alors, par contre, si on se trouve dans cette zone-là, on va prendre n'importe quel point dans cette zone-là, on va se trouver avec une combinaison qui a moins
de biens que la combinaison A. On va prendre par exemple ce point-là, 2 kg de pommes et 1 kg de bananes. Eh bien, on a moins de bananes et on a moins de pommes. Le consommateur va choisir bien évidemment le A. Alors, en règle générale, dans cette zone qui dépasse le A, donc qui se trouve ici, on préfère toujours ces combinaisons à A. Et dans cette zone en dessous, on préfère la combinaison A à toutes les combinaisons qui se trouvent ici, dans cette zone-là. Il reste la question de savoir ce que le consommateur va choisir si on prend une autre combinaison qui se trouve dans ces lieux-là, dans ces deux coins. On va prendre l'exemple de E qui se compose de 3 kg de bananes et 2 kg de pommes. Alors, est-ce que le consommateur va préférer le A qui se compose de 2 kg de bananes et 3 kg de pommes, ou bien le E qui se compose de 3 kg de bananes et 2 kg de pommes? La réponse n'est pas évidente et ça va dépendre de chaque consommateur, de la préférence de chaque consommateur, parce que ici, on a quand même 1 kg de plus de bananes, mais 1 kg de moins de pommes par rapport à A. Donc, le consommateur, il peut être indifférent de diminuer par exemple sa consommation de pommes d'1 kg et d'augmenter sa consommation de bananes d'1 kg aussi. Alors, tous les points qui se trouvent dans cette zone-là, on a deux choses. On a la réduction de la consommation d'un bien, mais on a aussi l'augmentation de la consommation de l'autre bien. Et dans ce cas-là, on ne peut pas être catégorique par rapport à la préférence du consommateur. Chaque consommateur aura ses propres préférences. On peut avoir plusieurs points qui se trouvent dans cette zone-là et dans cette zone-là qui procurent à notre consommateur le même degré de satisfaction. C'est-à-dire que le consommateur est indifférent à choisir le A ou bien un autre point qui se trouve dans cette zone-là, mais pas tous les points. Alors, comment on peut identifier ces points qui vont former ce qu'on appelle la courbe d'indifférence? La courbe d'indifférence, c'est bien ce qui va regrouper toutes les combinaisons, tous les points où le consommateur est indifférent à choisir telle ou telle autre combinaison sur la courbe d'indifférence. Et une fois qu'on trace cette courbe d'indifférence, tout ce qui se trouve au-dessus de cette courbe représente des combinaisons qui procurent plus de satisfaction au consommateur que ce qui se trouve en dessous de la courbe d'indifférence. Je vais m'arrêter là pour le moment et la prochaine fois, je vais vous expliquer comment on peut choisir les points qui se trouvent sur cette courbe d'indifférence. Toujours dans le cadre du cours de microéconomie, on va continuer notre raisonnement. La dernière fois, on a parlé de la courbe d'indifférence et je vous avais expliqué que sur cette courbe, il y a l'ensemble des combinaisons de biens qui procurent la même satisfaction au consommateur. Et aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi la courbe d'indifférence prend cette forme-là que vous voyez ici. Alors, on va reprendre le même exemple qu'auparavant. Donc, toujours sur l'axe des abscisses, on a un produit. On a choisi de prendre comme exemple les bananes. Et sur l'axe des ordonnées, on a choisi de prendre comme bien les pommes. Le point A est la composition de 2 kg de bananes et 3 kg de pommes. On a dit que si le consommateur renonce à 1 kg de pommes, c'est-à-dire qu'on va descendre cette consommation de 3 à 2 kg, et pour que le consommateur garde le même niveau de satisfaction, on doit augmenter le nombre de kilos de bananes. Donc on doit ajouter par exemple 1 kg. Et ça dépend des consommateurs, ça peut être 2 kg, ça peut être 3 kg, ça dépend des préférences de chacun. Par exemple, ici on va accepter que la diminution de 3 à 2 va être compensée par l'augmentation de 2 à 3 de bananes. Donc on se trouve au point E.
Donc ici, pour le consommateur, la composition A et la composition E procurent la même satisfaction. C'est-à-dire que le consommateur est indifférent à consommer soit la composition A ou la composition E. Si par exemple, on propose au consommateur de réduire encore la consommation de pommes, on va dire par exemple 1 kg de pommes de moins, et ici on se pose la question combien de kilogrammes de bananes peuvent remplacer cette diminution d'1 kg de pommes. Alors la réponse n'est pas 1 kg de plus, mais ça va être beaucoup plus qu'1 kg. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'utilité qu'on retire de la consommation d'un bien est décroissante. Par exemple, la consommation de la première pomme va procurer plus de satisfaction que la consommation de la deuxième. Donc le consommateur, s'il renonce au deuxième kilogramme de pommes, qui lui procure plus de satisfaction que le troisième kilo, va exiger plus de kilogrammes de bananes. Il va exiger plus qu'1 kilogramme, en tout cas. On peut dire, par exemple, il va exiger 5 kg au lieu de 4 kg. Et là, avec ce raisonnement, on obtient un troisième point qui se situe sur la courbe d'indifférence. Et au final, si on lit les différents points, on va avoir notre courbe d'indifférence qui regroupe l'ensemble des combinaisons qui procurent le même niveau d'utilité au consommateur. Chaque point sur cette courbe représente une combinaison de pommes et de bananes qui procure la même satisfaction au consommateur. La dernière fois, j'ai parlé de la courbe d'indifférence et aujourd'hui, on va continuer un petit peu à en savoir davantage sur cette courbe d'indifférence. Alors, on va garder le même graphique que nous avons étudié auparavant. Il faut savoir que chaque point représente une certaine combinaison de bananes et de pommes. Si je prends notre point A, qui est composé de 2 kg de bananes et 3 kg de pommes. Si je veux comparer ce point, cette combinaison, avec n'importe quelle autre combinaison, n'importe quel autre point sur ce graphique, je vais me retrouver entre trois possibilités. Soit cette combinaison est mieux que A, soit elle est inférieure à A, soit elle procure au consommateur le même niveau de satisfaction. On a vu dans un cours précédent que tout ce qui se trouve dans ce cadre représente une satisfaction meilleure que la combinaison A, donc mieux que A, et tout ce qui se trouve dans ce cadre-là présente une satisfaction inférieure à la combinaison A. Alors que tout ce qui se trouve en dehors de ces deux cadres peut avoir ces trois possibilités. Soit mieux que A, soit inférieur à A, soit entre les deux, c'est-à-dire pareil que A en termes de satisfaction. Et la courbe d'indifférence, c'est bien ce qui va créer cette frontière entre tout ce qui est mieux que A et tout ce qui est inférieur à A. Et l'ensemble des combinaisons qui se trouvent sur la courbe représentent la même satisfaction, le même niveau d'utilité. On va voir maintenant quelques propriétés de cette courbe. Il s'agit tout d'abord d'une courbe décroissante. Et comment justifier que cette courbe doit forcément être décroissante? Parce que si je me déplace d'un point à un autre, cela signifie déjà que je change ma consommation, je change la composition de ma consommation. Et pour être sur le même niveau de satisfaction, pour avoir la même utilité, je dois forcément réduire la consommation d'un bien et augmenter la consommation d'un autre. Une courbe d'indifférence croissante, cela voudrait dire que je peux augmenter la consommation des deux biens tout en restant sur le même niveau de satisfaction, ce qui est contraire à notre axiome de maximisation. Alors là, à ce niveau-là, on peut se poser la question pourquoi cette courbe est convexe, prend cette forme-là, pourquoi par exemple il ne s'agit pas d'une droite décroissante au lieu d'être une courbe. Alors pour répondre à cette question, il faut comprendre la notion de l'utilité marginale. C'est quoi l'utilité marginale? C'est l'utilité ou bien le plaisir que le consommateur tire de sa dernière unité consommée. On va prendre un exemple.
Imaginons un individu qui a très soif. Alors, il va commencer par exemple à boire le premier verre d'eau. L'utilité marginale à ce niveau-là, c'est cette dernière unité consommée, ce dernier verre qui représente aussi la première unité consommée, le plaisir obtenu par la consommation de ce premier verre d'eau. Ça constitue l'utilité marginale. Donc, si le consommateur boit encore un autre verre d'eau, l'utilité marginale de cette dernière unité consommée, c'est UM2 par exemple, va être moins importante que la première utilité marginale. Si le consommateur prend encore un troisième verre, le plaisir qu'il va avoir de ce troisième verre est moins important que le plaisir obtenu en buvant le deuxième verre. Alors, c'est quoi le rapport avec notre courbe d'indifférence? On va prendre l'exemple de la combinaison A, qui est, je vous rappelle, 2 kg de bananes et 3 kg de pommes. Si le consommateur réduit sa consommation de pommes d'1 kg, pour remplacer cette réduction de consommation et rester sur le même niveau de satisfaction, il doit augmenter la consommation de bananes. On va dire que ce qui va remplacer cette réduction de consommation de pommes va être 1 kg de bananes à ce niveau-là. Mais si le consommateur réduit encore davantage un autre kilogramme de pommes, le consommateur doit exiger plus qu'un kilogramme de bananes pour rester sur le même niveau de satisfaction parce que le deuxième kilogramme de pommes a une utilité marginale supérieure à l'utilité marginale du troisième kilogramme de pommes. Et ce même principe d'utilité marginale s'applique sur les bananes. Vous avez le troisième kilogramme de bananes donne plus de satisfaction que le quatrième. Donc on va exiger beaucoup plus de kilogrammes de bananes pour remplacer le deuxième kilogramme de pommes. Je pense que je peux vous représenter ça d'une autre façon. Alors, on va dire que l'utilité marginale, c'est des étoiles. Alors, on va dire par exemple que au niveau des pommes, la première unité ou bien le premier kilogramme procure 4 étoiles. C'est la satisfaction qu'on tire de cette unité, de ce kilogramme. Le deuxième kilogramme va nous donner par exemple 3 étoiles. Le troisième, 2 étoiles et le quatrième, 1 étoile. Et pareil pour les bananes par exemple, le premier kilogramme consommé donne 4 étoiles, deuxième 3 étoiles, troisième 2 étoiles et quatrième 1 étoile. Alors là, c'est clair, si on réduit par exemple la consommation de la troisième unité, on va avoir l'équivalence en utilité marginale. Ici, pareil au niveau des bananes, donc 2 étoiles, 2 étoiles. Si on réduit par exemple la consommation de la deuxième unité ou bien du 12e kilo de pommes, donc on réduit 3 étoiles, on va avoir l'équivalence de 3 étoiles au niveau des bananes. Et de 3 à 4, il n'y a qu'une seule étoile. Donc on doit avoir beaucoup plus qu'un kilogramme de bananes pour remplacer le deuxième kilo de pommes. C'est pour ça qu'on va se retrouver très loin sur la courbe. C'est ça qui donne la convexité de la courbe d'indifférence. Dans le dernier cours, j'ai présenté quelques propriétés de la courbe d'indifférence et je vais ajouter encore une autre propriété, c'est que les courbes d'indifférence ne se croisent jamais. Pourquoi une courbe d'indifférence ne peut pas croiser une autre courbe d'indifférence? Car ça va présenter une contradiction logique. Supposons par exemple qu'on a une courbe qui croise une autre courbe au point B. Si on prend une combinaison sur cette courbe, on va dire C. Alors C et B se trouvent sur la même courbe, donc ça présente la même satisfaction au consommateur. Et B et A se trouvent également sur la même courbe, donc ça présente le même niveau de satisfaction. Or, A présente plus de satisfaction que C parce que C se compose de moins de biens que A. Donc là, on se trouve avec une
contradiction claire. On ne peut pas avoir C égale B en termes de satisfaction et A égale B en termes de satisfaction et avoir en même temps A est supérieur à C. Alors il y a encore une autre notion à vous présenter, c'est le taux marginal de substitution. Alors ce TMS, il s'agit de quoi en fait? C'est la variation d'un bien par rapport à la variation d'un autre bien. Par exemple, dans notre cas ici, j'augmente ma consommation de bananes d'1 kg et pour avoir cette variation, pour avoir cette augmentation, je dois diminuer la consommation de pommes d'1 kg également. Et cette diminution, c'est une variation négative. TMS dans ce cas-là égale moins la variation de pommes sur la variation de bananes. Et ça fait moins 1. Alors cela signifie que pour chaque kilogramme de bananes, je dois sacrifier ou bien diminuer 1 kg de pommes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le TMS est un taux, donc c'est-à-dire que ici dans notre cas, on peut formuler cette situation de la manière suivante. Je peux avoir 1 kg de bananes de plus pour 1 kg de pommes de moins. Mais il faut bien savoir que ici on parle d'un taux marginal, c'est-à-dire que j'accepte cet échange au niveau du 3e kilo de bananes et au niveau du 3e kilo de pommes. C'est-à-dire qu'on se trouve aux unités marginales. Si par exemple, je réduis encore la consommation de pommes d'une autre unité, je vais exiger beaucoup plus de kilogrammes de bananes pour remplacer ce 2e kilogramme de moins. Donc à ce moment-là, on aura un autre taux marginal de substitution qui pourrait être moins 3 par exemple. Et ça veut dire que je peux avoir 3 kg de bananes pour 1 kg de pommes. Donc il faut savoir que ce taux marginal de substitution est variable. Et d'un point de vue mathématique, quand cette variation est très petite, on parlerait plutôt de dérivée. Donc le calcul du TMS dans ce cas, ça va être le taux marginal de substitution de x par rapport à y égale moins d de y par rapport à d de x. Ça, c'est la formule mathématique qui permet de calculer le TMS. On fera peut-être des exercices là-dessus plus tard. La dernière fois, je vous avais parlé de la courbe d'indifférence et aujourd'hui, on va continuer et faire le lien avec la droite du budget. Comme je vous avais expliqué auparavant, une droite de budget, c'est sous cette forme. Tout ce qui est au-dessus de la droite, le consommateur ne peut pas l'acheter avec son budget et tout ce qui se trouve en dessous, le consommateur peut très bien l'acheter. Chaque courbe d'indifférence procure au consommateur un certain niveau d'utilité. Alors pour cette courbe-là que nous avons dans le graphique, le consommateur ne peut pas atteindre ce niveau d'utilité parce que ça se situe au-dessus de la droite. Si je prends par exemple une autre courbe d'indifférence qui se situe à ce niveau-là, alors par rapport à cette courbe d'indifférence, tout ce qui sort de la droite du budget, le consommateur ne peut pas l'acheter. Alors tout ce qui est à l'intérieur, le consommateur peut l'acheter. Mais le consommateur doit dépenser la totalité du budget, donc il doit choisir un point qui se situe sur la droite. On va prendre ce point-là. Mais ici, on peut se poser la question, est-ce que avec cette combinaison, est-ce que le consommateur va maximiser son utilité? La réponse, bien sûr, c'est non, parce qu'on peut trouver d'autres courbes d'indifférence qui se situent au-dessus, donc qui procurent plus d'utilité au consommateur et sur laquelle on peut avoir un point d'intersection avec la droite du budget. Au final, pour que le consommateur maximise son utilité, il doit chercher la courbe d'indifférence la plus loin possible et qui reste en contact avec la droite du budget en un point tangente. Et ce point-là, ça va être la combinaison qui offre le plus de satisfaction au consommateur. Alors, on va prendre un exemple pratique pour mettre en application toutes ces notions-là. Supposons que vous avez un budget hebdomadaire
de 8 euros consacré à l'achat de bananes et des pommes. On va dire que le prix d'un kilogramme de bananes, c'est 2 euros et le prix des pommes, c'est également 2 euros. Alors, avec ces données-là, on peut écrire notre droite de budget, c'est 8 euros égale 2 fois x, x c'est les bananes, plus 2 fois y, ça représente les quantités de pommes. On peut représenter cette droite facilement. Si on donne par exemple à x 0, y va prendre 8 sur 2, donc ça fait 4. Et si on donne à y 0, x également va prendre 8 sur 2, ça fait 4. Donc ça va passer sur les deux points 0,4 et 4,0. Ça va être comme suite. Voilà notre droite. Maintenant, on va supposer que l'utilité est écrite sous la forme mathématique u égale x exposant a et demi fois y exposant a et demi. Alors on peut formuler notre problème mathématique. Il s'agit de maximiser l'utilité du consommateur sous contrainte du budget. Pour résoudre cette équation, on utilise la méthode Lagrangien. On va écrire ce problème sous la forme suivante. L égale x exposant a et demi fois y exposant a et demi moins lambda, qui est appelé aussi multiplicateur de Lagrange, facteur de 2x plus 2y moins 8. C'est notre contrainte du budget. Donc on met ici notre contrainte du budget, ici on met notre fonction d'utilité, et de cette manière on obtient une nouvelle fonction qu'on va dériver pour trouver les points qui maximiseraient l'utilité du consommateur. Alors on va utiliser les dérivées partielles. On va utiliser les dérivées partielles par rapport à x, par rapport à y et par rapport à lambda. Et ces dérivées partielles doivent être égales à 0. Donc on va commencer par dériver de L, de la fonction L, par rapport à x égale 0. Cela donne, alors il faut savoir que quand on dérive par rapport à x, tout le reste représente des constantes. Donc on va avoir par rapport à x, donc on va descendre a et demi fois x exposant a et demi moins 1, donc ça va faire moins a et demi, fois y a et demi, on l'écrit comme tel parce que c'est une constante, moins, alors dans la deuxième partie de la fonction, on a 2x fois lambda égale 0. On va faire pareil par rapport à y, on a la dérivée partielle de L par rapport à y égale 0, donc ça va faire x exposant a et demi, c'est une constante, fois a et demi fois y exposant moins a et demi, moins 2 lambda égale 0. Et ça représente notre deuxième équation. Et puis on va dériver par rapport à lambda égale 0, ce qui va donner moins 2x moins 2y plus 8 égale 0. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est simplement de résoudre ce système d'équations. Donc on va réécrire tout ça sous forme de système d'équations. Donc on a 1,5 x exposant moins 1,5 fois y exposant a,5 égale 2 lambda. C'est la première équation. Deuxième équation, x exposant a,5 fois a,5 y exposant moins a,5 égale 2 lambda. C'est notre deuxième équation. Et puis notre troisième équation, c'est simplement notre contrainte budgétaire qu'on peut écrire aussi sous forme 2x plus 2y moins 8 égale 0. Alors à ce niveau-là, si on fait la première équation divisée par la deuxième équation, on va avoir a,5 x exposant moins a,5 fois y exposant a,5 sur x exposant a,5 fois a,5 y exposant moins a,5 égale 2 lambda sur 2 lambda. Donc ici on peut simplifier, a,5 ça va partir et on va utiliser une propriété mathématique. Vous avez par exemple b exposant moins n égale 1 sur b exposant n. Donc on va descendre le x
exposant moins 1,5, on va le descendre en bas. Et y exposant moins 1,5, on va le mettre en haut. Ça va devenir y exposant 1,5. Donc on va avoir simplement y exposant 1,5 fois y exposant 1,5 sur x exposant 1,5 fois x exposant 1,5 égale 1. Donc on va simplifier. Là, on va utiliser une autre propriété mathématique. Si vous avez par exemple b exposant n fois b exposant p, ça va devenir b exposant n plus p. Donc ici, 1,5 plus 1,5, ça fait 1. Donc ça va faire y sur x égale 1. Ce qui fait y égale x. Et puis on va prendre soit x, soit y. On va le remplacer dans la contrainte budgétaire. Je vais remplacer y par x et on va avoir 2x plus 2x égale 8, ce qui va faire 4x égale 8. Au final, on va avoir x égale 8 sur 4, ce qui fait 2. Donc x égale 2 et y égale 2, puisque y égale x. Et là, on va trouver notre point qui va maximiser la satisfaction de notre consommateur qui correspond à 2 kg de bananes et 2 kg de pommes. Ce qui est tout à fait logique puisque j'ai pris le même prix pour les bananes et le même prix pour les pommes. Et dans la fonction d'utilité, vous avez remarqué qu'on a le même exposant A,5 pour x et y. Donc c'est tout à fait logique d'avoir la même chose par rapport aux bananes et aux pommes. Et notre fonction d'utilité va prendre cette forme-là. Bien sûr, si vous avez des questions par rapport à ces calculs mathématiques, c'est vrai que je n'ai pas expliqué comment on dérive une fonction par rapport à une variable. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires votre question et peut-être que j'expliquerai en détail comment on calcule ces dérivés partiels. Voilà pour ce cours, merci de l'avoir suivi et à très bientôt.